Ne me libère pas, je m'en charge. Un podcast Voix nomade. Aujourd'hui, je retrouve Marie-Ève dans les bureaux de la table du groupe des femmes de Montréal pour un nouvel épisode de Ne me libère pas, je m'en charge. Marie-Ève est québécoise. Elle a 33 ans et c'est une femme passionnée et passionnante, experte dans son domaine. Elle a étudié en sciences politiques, en urbanisme, sans jamais cesser son engagement pour les droits des femmes et des minorités. Son point de vue sur les enjeux urbains sous un angle féministe est à mon sens précieux et encore trop peu connu pour envisager la ville sous un angle plus safe pour tous. Avec Marie-Ève, nous avons parlé entre autres de militantisme, de ses premières prises de conscience, d'à quoi ressemblerait une ville féministe, de violence dans un contexte locatif, de care et de fatigue militante. Je vous laisse donc avec notre entretien. Bonne écoute! Mais j'aimerais savoir comment toi t'aimerais te présenter. Je me présente souvent comme une chercheuse, travailleuse communautaire, militante, enseignante féministe qui s'intéresse aux enjeux urbains. C'est souvent à travers, on présente un peu ces petits chapeaux qui forgent mon quotidien que souvent je me présente. Qu'est-ce qui a été important pour toi depuis, dans ton parcours, en fait, dans la construction de ton identité et dans la manière dont tu as envie de te présenter? Ouais. Ça a été souvent de devoir jongler, justement, avec mes différents chapeaux à travers des contrats, des implications, puis dans mon cas, ça a toujours été de refuser de choisir d'avoir qu'une seule occupation à la fois, là. Donc, l'implication a toujours fait partie de ma vie en tant qu'étudiante. Au fil des années au baccalauréat, à la maîtrise, puis au doctorat, j'ai toujours eu à m'impliquer, que ce soit dans le milieu étudiant, dans le milieu féministe, ou même dans le milieu du logement, pour sentir que ma vie fasse un peu plus de sens, puis que ce que j'étudie, en fait, fasse du sens autour de moi. Je me dis, ce que j'apprends, je suis capable après ça de le transmettre, je peux donner de la formation, ce qui fait en sorte que ce que je fais, je fais pas juste accumuler les connaissances, mais je peux après ça les transmettre mon analyse, qui idéalement permet d'inspirer un peu les gens autour de moi, puis de développer une lecture un peu différente du monde dans lequel on vit. Ok, trop intéressant. Et du coup, ça m'intéresse de savoir, c'était quoi c'est souvent tes premières prises de conscience, j'ai envie de dire, parce qu'il y en a rarement une. Mais à quel moment tu t'es dit, j'ai envie vraiment de m'engager, d'être militante et de prendre ce parcours-là? C'est ça, je suis pas capable de mettre un moment ultra clair. J'étais beaucoup impliquée dans le mouvement étudiant, notamment pendant la grève de 2012. Est-ce que tu peux expliquer un peu, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est quoi justement la grève de 2012? Oui, dans le fond, la grève de 2012, ça a été une vaste grève étudiante qui a été initiée par différentes associations qui s'opposaient à une vaste hausse des frais de scolarité. C'était le gouvernement libéral à l'époque qui proposait en fait d'hausser les frais de scolarité de 1 625 $ par année, il me semble. Puis on a cherché à s'opposer en fait à cette hausse-là. Puis donc on est entré en grève durant le printemps, l'hiver et le printemps 2012. Puis cette grève-là a duré, je ne sais même plus combien de semaines, mais ça a été un événement très, très formateur, en fait, pour l'ensemble de la population étudiante, même si les gens n'étaient pas en grève. Ça a été un événement qui a excessivement perturbé l'agenda politique au Québec, en fait. Puis ça a été ces moments-là où on a été libérés de nos cours, on les a pris pour se politiser, pour s'organiser autrement, puis de forger des solidarités, de se donner des après-midi de formation, d'ateliers pour ouvrir un peu plus nos horizons, puis pas juste... et aussi pour planifier différentes actions, mais c'est vraiment
un peu dans ce contexte-là que j'ai eu une plus grande prise de conscience féministe, disons. Où est-ce qu'en fait, j'ai appris à connaître les féministes qui étaient autour de moi dans ma faculté, notamment. Puis, tu sais, qui dénonçaient, en fait, différentes dynamiques qui existaient dans le mouvement étudiant, où est-ce que les porte-paroles sont souvent masculins, où est-ce que, quand on est en assemblée générale, il y a certes, les hommes tendent à monopoliser un peu plus le micro, puis à avoir un peu plus d'influence. Donc, puis je me souviens, une fois, en fait, j'assurais un rôle de soutien à une assemblée générale, puis justement, on faisait des statistiques sur combien de personnes prenaient la parole, puis il y avait... Même si on met en place différents moyens, là, comme l'alternance homme-femme, par exemple, là, reste que les hommes prenaient plus la parole, puis on réalisait aussi que différentes tâches à l'intérieur même de la grève n'étaient pas équitablement réparties. Les femmes se ramassaient plus souvent à faire la nourriture en vue de l'action, à planifier les petites tâches, alors que les hommes se proposaient plus pour faire la prise de parole, assumer les tâches beaucoup plus visibles, en fait. Puis il y avait beaucoup de travail invisible, en fait, qui était réalisé par les femmes. Fait que je pense que c'est un peu là que s'est développé vraiment une prise de conscience puis une envie de prendre cet angle-là sur le plan de mon implication, mais aussi même sur le plan de mes études, parce que je savais, pendant que j'étais au baccalauréat, que je voulais continuer en études urbaines après mon diplôme en politique. Fait que je savais que je voulais m'intéresser aux enjeux urbains. Je savais pas exactement sous quel angle. Je sais qu'à l'époque, je voulais m'intéresser sous l'angle des femmes. Puis qu'il y avait quelques personnes qui s'y étaient intéressées jusqu'à présent, mais qu'il n'y avait pas... c'était pas un sujet qui était en pleine effervescence, donc j'avais envie d'un peu de m'inscrire puis de développer des connaissances à ce niveau-là. Puis c'est ça, c'est vraiment en entrant dans ce milieu-là que j'ai rencontré tout plein de gens très intéressés, très passionnés, qui m'ont un peu... puis que j'ai pu un peu développer ces connaissances, cette vision-là un peu plus féministe de la ville, puis comment, en fait, on peut voir un enjeu vraiment différemment quand on utilise la lentille du genre là, pour voir, en fait, comment se dévoilent, en fait, les inégalités sur un territoire. OK. Et tu dirais qu'à ce moment-là, le féminisme, comment il était perçu à Montréal et peut-être plus globalement au Québec? Parce que je sais que 2012, en France, par exemple, je pense qu'on était un peu loin de ce qui se faisait ici. Donc en fait, ça m'intéresserait de savoir un petit peu comment toi tu l'as vécu et comment tu avais l'impression d'être perçue quand tu te définissais comme féministe. Oui. En plus, moi, je n'étais pas à Montréal à l'époque. J'ai fait mon bac à Sherbrooke, qui est une autre ville à 2 heures-ish de Montréal. Fait qu'on était des féministes de région, là. Puis en fait, en 2012, c'était pas aussi à la mode d'être féministe versus aujourd'hui. Il y a quand même eu un féminisme beaucoup plus pop qui s'est développé au cours des 10 dernières années, là, où est-ce que c'est plus de personnalités publiques qui s'affichent ouvertement féministes puis qui vont prendre des prises de position qu'on n'aurait pas vues, en fait, il y a une dizaine d'années. Mais une des particularités, je pense, qu'on avait de ce féminisme de région-là, c'est qu'on est si peu qu'on n'a pas le luxe de se chicaner ou de se déchirer, en fait, sur des thèmes qui peuvent diviser, là. Alors qu'on a ce luxe-là à Montréal. On a vraiment le luxe de pouvoir se dire, le privilège, en fait, de pouvoir se dire, bon, ben, je suis capable de me trouver un collectif qui va correspondre en tout point ou presque à mes aspirations, à ce que j'ai envie de faire, alors qu'à Sherbrooke, à l'époque, fallait juste se trouver d'autres personnes qui étaient d'accord avec nous, ou à peu près, puis bâtir à partir de ça. Donc, il y a beaucoup plus de concessions à faire sur le plan de comment on vit, quelle sorte d'action on veut mener, parce que le bassin de militantes au potentiel est beaucoup plus petit. Aujourd'hui, il a grandi, là, je sais, on m'a dit que le mouvement féministe est quand même en croissance, là, dans toutes les régions, là, puis il ne faut vraiment pas penser que Montréal ou les métropoles ont le monopole du féminisme, puis qu'il y a juste à Montréal qu'il y a des féministes plus radicales, plus intersectionnelles, là. Il y a quand même beaucoup qui se fait dans l'ensemble des régions, là. J'en côtoie moi-même régulièrement, là. Mais ouais, le nombre était plus petit, puis quand le nombre est plus petit, bien, on doit s'arranger entre nous, là, même si...
c'est ça, certains ont une vision un peu plus féministe, libérale, puis ça fait moins notre affaire. On cherche à trouver des points de convergence, en fait. OK. Et est-ce que tu as grandi dans une famille militante? Ou est-ce que tu avais des amis militants déjà avant tes engagements? Ou est-ce que tu as l'impression que tes cercles ont changé après ça? Enfin, je viens pas d'une famille particulièrement militante de gauche, mais je viens d'une famille très impliquée socialement. Ma maman a toujours été ultra impliquée dans sa communauté. Elle était responsable de la bibliothèque du village pendant des années. Elle s'implique sur toutes sortes de dossiers, mais pas avec une perspective féministe ou particulièrement militante. C'est plus dans un bénévolat, dans une perspective de prendre soin un peu de sa communauté à travers ces engagements-là. Mon papa a été plus impliqué sur le plan plus politique partisan, là, fait partie de différents partis politiques, là, donc donner des appuis durant des campagnes électorales. Puis, tu sais, je m'entends pas tout à fait sur ces lignes, sur ce qui met de l'avant en termes de priorité, puis on s'entend pas toujours là-dessus, mais en même temps, je sais que ce désir-là d'engagement dans ma communauté, ça vient notamment de mes parents, puis cet intérêt-là pour la chose politique, ça vient aussi de discussions que j'ai eues avec mon père qui ont parfois viré dans des chicanes, là. Mais c'est toujours resté très sain, puis tu sais, j'ai toujours senti que mes parents valorisaient, puis tu sais, trouvaient que c'était important, même si ce que je fais ne va pas nécessairement les rejoindre totalement, là. Fait que j'ai jamais été restreinte de ce côté-là, mais on n'a pas un match sur le plan politique, là. Je suis beaucoup plus à gauche que le milieu dans lequel j'ai grandi. Puis c'est certain que mes amitiés ont été forgées au fil de différentes implications militantes, là. Quand on passe d'innombrables heures en comité ou en réunion dans différents collectifs, c'est là que se forgent beaucoup nos amitiés, puis c'est là que nos cercles, en fait, se développent, là, nécessairement, là. Fait que oui, aussi, mes amitiés ont été beaucoup orientées par les cercles dans lesquels j'ai été impliquée, là. OK. Et tu le disais tout à l'heure, en fait, après ton baccalauréat, tu t'es de plus en plus intéressée à l'urbanisme, au logement. Est-ce que tu as grandi à Montréal et en quoi les inégalités d'accès au logement, justement, sont fortes dans cette ville? J'ai pas grandi à Montréal, c'est ça, j'ai comme un rêve de jeune fille par rapport à Montréal, là. J'étais adolescente, puis je rêvais d'habiter à Montréal. Je viens d'un petit village là, qui s'appelle Saint-Sébastien. C'est à 1 heure au sud de Montréal. C'est plus près des États-Unis que d'une grande ville, pratiquement. OK. Puis c'est ça, donc puis j'ai toujours été très intéressée par ce qui était urbain, cette vie-là qui permettait cette concentration-là d'être humain qui permet autre chose, qui permet d'avoir un mode de vie compact, qui permet de ne pas être dépendant d'une voiture, là. Une des choses que j'essayais d'habiter chez mes parents, c'est de devoir avoir une voiture pour étudier, puis j'avais fait des pressions là, pour étudier à Montréal au lieu d'étudier au cégep qui était le plus près de chez moi. Pour éviter, parce qu'un de mes rêves, c'était d'être une abonnée communauto pour ne pas avoir d'automobile qui m'appartienne, pour justement pas avoir cette responsabilité-là, parce que j'avais pas envie d'avoir une voiture, puis de pas nécessairement... J'ai jamais eu le rêve d'avoir une grande maison en banlieue avec un mode de vie conventionnel, là. C'était pas ça. Fait que j'ai toujours eu c'est ça, donc le mode de vie que représente Montréal m'a toujours plus intéressée. Puis je sais aussi, j'avais cette intuition-là quand j'étais adolescente, là, que je savais qu'il y avait des inégalités sociales. Puis je me disais que les adresser à l'échelle locale était plus réaliste que de s'intéresser, de parvenir à des changements législatifs au provincial ou au fédéral ou à l'international, que c'est des échelles qui sont beaucoup trop grandes pour avoir un impact réel et immédiat. Donc, j'avais, depuis que j'étais adolescente, un intérêt pour l'urbanisme, mais il y a une personne qui m'en a dissuadée un jour. Puis cette personne était un développeur immobilier qui était dans ma famille, qui m'a dit « Tu sais, Marie-Ève, les urbanistes, ils décident de rien dans une ville. Les urbanistes, ils nous écoutent, puis ils font ce qu'on veut. » Fait que ça m'a vraiment... Je me souviens que cette discussion-là m'a vraiment dissuadée d'étudier en urbanisme parce que je réalisais que c'était
un métier de technicité, un métier plus technique qui en fait va réaliser des plans qu'on va leur dire de réaliser, là, qu'au final, ils n'ont pas une grande marge de manœuvre, disons, parce que ces plans-là vont être déterminés par, oui, le privé, mais aussi en partenariat, mais aussi, en fait, par les élus qui vont prendre ces décisions-là, donc vont élaborer des schémas d'aménagement, différents plans d'action, puis après ça, les urbanistes, c'est vrai que ce qu'il leur reste à faire, c'est de les réaliser. Puis si on n'a pas des bons élus, des élus qui sont sensibles, le travail des urbanistes, ils n'ont pas une énorme marge de manœuvre. Là. Puis ça, je le sais aujourd'hui avec du recul. Puis c'est ça, en fait, qui m'a amenée au lieu d'aller en urbanisme pour mon baccalauréat, de plutôt faire un bac en politique. Fait que, puis en fait, après ça, j'ai été peu satisfaite par la science politique, là, où est-ce qu'en fait, dans une formation en politique, on s'intéresse très peu, ou voire pas du tout, à la politique locale et municipale. C'est vraiment vu comme une politique qui n'existe pas ou qui est peu importante. Oui, c'est clairement d'importance, quelque chose de plus global. C'est ça, les vraies affaires, ça se passe au fédéral, au provincial, à l'international, mais les politiques publiques locales, là, c'était clairement pas très sexy, surtout pas, en fait, quand je faisais mon bac il y a une dizaine d'années. Là, je pense que ça a changé un peu. Là, on parle un peu plus de l'importance des villes dans la transition écologique, dans la lutte aux inégalités. Ça s'est un peu plus inscrit, là, donc là, je sais pas si ça se reflète encore dans la façon dont on enseigne en sciences politiques. Mais bref, mais c'est ça. Au bout de mon bac en politique, j'ai réalisé que si je voulais vraiment développer ces connaissances-là sur la ville, je devais revenir, en fait, dans un programme, dans un domaine, en fait, qui me permettrait de pouvoir acquérir les bonnes connaissances à ce niveau-là. C'est pour ça que je suis allée vers les études urbaines. Puis, c'est ça, en allant vers les études urbaines, on développe un projet de mémoire pour faire une recherche un peu plus longue. Puis, c'est là que je suis entrée en contact, en fait, avec le Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal, qu'on appelle aussi le CEAF. Puis dans le fond, j'avais entendu parler d'elle puis d'un de leurs comités qui s'impliquait sur les enjeux urbains, leur comité d'action locale. Puis elle s'était impliquée dans la foulée d'une stratégie de revitalisation urbaine intégrée. On leur avait vendu le projet d'un quartier où il fait bon vivre. Puis là, elle s'était dit, on va prendre un moment de recul, on va essayer de réfléchir à quoi ça ressemble un quartier où il fait bon vivre en tant que femme, dans le quartier qu'on appelle Sainte-Marie à Montréal, qui est dans le fond le quartier dans le centre-sud, donc la portion est du centre-ville. Puis dans le fond, ils avaient fait une bonne réflexion pour développer une déclaration citoyenne, en fait, pour vraiment dire à la population puis à leurs élus à quoi ça ressemble un Sainte-Marie où il fait bon vivre en tant que femme. Puis donc, elles ont mis de l'avant un ensemble de revendications, de propositions d'action en ce sens-là. Puis donc, je les avais contactées pour faire une recherche avec elles dans le cadre de mon mémoire. Fait que j'ai fait de l'observation participante avec elles. En gros, j'étais devenue un meuble au CAF. Je participais à un ensemble de rencontres. Puis dans le fond, chaque année, elles développaient une nouvelle priorité d'action, un peu en lien avec leur déclaration citoyenne. Puis l'année, moi, où je suis arrivée, la priorité a été le logement, en fait. Il y avait une nouvelle travailleuse, Julie, qui était arrivée, qui avait envie un peu de travailler sur le thème du logement. Puis aussi, c'était une préoccupation, en fait, qui était largement partagée. Puis dans le fond, pendant cette année-là, on avait vraiment réfléchi aux perspectives genrées sur le logement, à comment les inégalités face au logement affectent les femmes, en fait. Puis comment, en fait, ces inégalités-là prennent un sens vraiment différent chez les femmes. Fait qu'on avait organisé, il me semble, une assemblée publique qui avait rassemblé plusieurs femmes qui témoignaient de leurs difficultés face au logement, là. Donc, de l'insalubrité, de la discrimination, des parcours en lien avec l'itinérance, toutes sortes de problèmes, là, des difficultés, des enjeux de précarité face aux hausses de loyer, mais aussi, puis vraiment un sujet qui était peu connu, en fait, puis peu articulé, en fait, à l'époque, qui étaient les violences vécues par les femmes locataires. Donc, du voyeurisme, de l'exhibitionnisme, des entrées par effraction de la part de propriétaires, de la part de concierges, de la part de voisins, de gestionnaires immobiliers, de personnes qui font des réparations, qui, en fait, brisent la bulle sacrée du logement, en fait,
qui parfois vont utiliser leur passe-partout pour entrer chez les femmes pendant qu'elles sont dans leur douche, qui vont utiliser des informations par rapport à une rupture qu'elles ont eue récemment pour leur faire des propositions indécentes du genre si tu couches avec moi, ben ton loyer il sera pas, je vais pas le hausser. Fait que puis c'est vraiment le thème que peu de gens avaient parlé auparavant dans le milieu en général. Là. Mais en faisant un peu de recherche, on avait réalisé qu'il y avait un comité, au comité Logement Rosemont, je pense, il y a comme une trentaine d'années, qui s'était intéressé au sujet, qui avait un peu creusé, qui avait fait une enquête téléphonique sur le sujet. Puis c'était triste parce que ce qu'ils avaient constaté il y a 30 ans, ben c'était à peu près... C'est la même chose quasiment aujourd'hui. C'était à peu près la même chose, en fait. Mais on a continué de récolter des témoignages pendant... puis c'est ça, tu sais, moi, je faisais mon mémoire pendant ce temps-là. À un moment donné, j'ai comme fini de rédiger mon mémoire sur le droit à la ville des femmes, puis comment, en fait, ça s'exerçait. Puis j'ai vraiment... Tu sais, mon mémoire a continué, mais je pouvais pas arrêter de m'impliquer là. En fait, c'était comme... Ça allait vraiment au-delà, puis c'était vraiment un engagement que j'avais pris auprès d'elle, là, tu sais, j'étais plus une chercheuse, là. J'étais rendue une militante... qui s'implique tout simplement dans le cadre d'un comité puis qui poursuit ses actions. Fait que on a tenu je sais plus combien de kiosques puis des présentations pour essayer de parler un peu de la situation, de décortiquer, de développer une analyse sociale et politique du phénomène parce que ça se passe pas dans le vide, là, ces violences-là, ce harcèlement-là. C'est le résultat de rapports de pouvoir. Là. C'est le résultat de rapports de pouvoir entre des hommes et des femmes, mais aussi entre des propriétaires puis des locataires, entre des gens qui ont un pouvoir symbolique en lien avec l'habitation, là, que ce soit en le possédant, mais aussi en étant concierge. Les gens ont un pouvoir de hausser le loyer, de faire des réparations ou non. Il y a un rapport de pouvoir là, qui existe. Puis, en plus de ça, ben il y a un autre rapport de pouvoir qui est lié un peu au privilège que les femmes vont avoir ou non, en fait, vis-à-vis de leur logement. On a rencontré des femmes de tous les horizons qui nous ont confié avoir vécu du harcèlement, des agressions en tant que dans le contexte de leur logement. Puis on en a rencontré qui étaient propriétaires, qui habitaient en condo. En fait, que le harcèlement venait de leurs voisins qui étaient aussi leurs copropriétaires, en fait. Mais aussi, on en a rencontré des femmes qui étaient très, très, très précaires, qui, en fait, ne pouvaient pas déménager du jour au lendemain. Donc, puis c'est là aussi que j'ai vu puis j'ai senti qu'il y a des inégalités entre les hommes et les femmes par rapport au logement, puis les violences en contexte locatif en font partie. Mais aussi, il y a des inégalités entre les femmes elles-mêmes à ce niveau-là parce qu'on n'a pas toutes les mêmes capacités et possibilités de pouvoir quitter un logement dans lequel on ne se sent plus en sécurité ou on ne se sent pas à l'aise. Si on a attendu 8 ans avant de trouver une place en logement social, puis là, notre gestionnaire, il nous harcèle, bien, ça se peut très bien qu'on n'ait pas la possibilité de quitter parce que, bien, je perds mon logement ou je me retrouve à la rue ou je dois me reloger dans un logement qui va être bien trop cher pour moi. Fait que je vais favoriser ma précarité au lieu de préserver ma sécurité puis mon bien-être, là, parce que c'est ça, même si une agression va arriver une fois, ben, les impacts sont pour toujours. Là, le sentiment de sécurité est brisé pour toujours. Les craquements de plancher vont nous faire peur. Les rapports qu'on va avoir avec nos propriétaires futurs sont teintés, en fait, par ces violences-là qui ont été vécues là, nécessairement. Fait que c'est un peu là où est-ce que j'ai vraiment saisi l'ampleur un peu. Puis c'est vraiment une face cachée de la crise du logement. On parle beaucoup des enjeux d'accès au logement, à trouver un logement abordable, à conserver, puis un peu moins à conserver un logement abordable. On en parle un peu plus, là, des hausses de loyers abusives, puis des enjeux autour des cessations de bail pour pouvoir conserver des logements qui sont abordables. Mais c'est ça, une grosse part de cette face cachée de la crise du logement, bien, c'est qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on ne peut plus déménager. Quand, justement, ce rapport de pouvoir-là entre les personnes qui possèdent les logements et les personnes qui louent les logements s'exacerbe, bien, c'est ça. Puis c'est un peu sous cet angle-là où je me suis dit, OK, il faut continuer de s'impliquer sur le thème des femmes et du logement pour mettre en lumière, en fait, ces inégalités-là, mais aussi des solutions, en fait, qui existent pour pouvoir offrir, en fait, des logements qui sont décents
Puis au Québec, on a 3 grands marqueurs là, pour parler des logements adéquats. Là. Donc, on va dire, il faut qu'ils soient adéquats en termes de taille, d'entretien, puis aussi d'abordabilité. Puis la sécurité, on fait jamais partie parce que souvent, c'est trop compliqué. On peut pas juste aller le chercher à travers les données du recensement. Là. C'est quelque chose qui est ressenti, mais c'est une réalité qui est effroyable. Puis il faut vraiment s'y intéresser. Déjà, merci, toi, de t'y intéresser, de nous le partager, parce que, effectivement, tu sais, moi, c'est avant de te connaître et avant de m'intéresser un peu plus à ce que tu fais, c'est vrai que pourtant, je pense être quelqu'un de militante et d'engagée, mais j'avais pas nécessairement, tu vois, connaissance de toutes ces problématiques. Et heureusement qu'il y a des personnes comme toi qui s'y intéressent. C'est surtout beaucoup de militantes vraiment incroyables là, qui ont travaillé. On a fait toutes sortes d'actions, là, comme faire un photoroman autour de ces histoires-là pour les transmettre, en fait, parce que c'est toutes des histoires qui sont différentes, qui se déploient différemment. On avait fait aussi un musée éphémère, en fait, sur ces violences-là. Fait qu'on avait recréé différents objets qui étaient comme une façon de parler d'une facette de ces violences-là. Donc, puis on avait fait une tournée dans différentes villes, en fait, pour briser un peu le tabou, engager la discussion avec les ressources locales. Là. Fait qu'on avait fait plusieurs villes dans ce cadre-là. Puis, tu sais, chaque fois qu'on tenait un musée, il y avait au moins 1-2 personnes qui venaient nous voir puis disaient « Ouais, ça m'est déjà arrivé. » Puis j'en ai jamais parlé avant aujourd'hui. Parce que j'ai jamais eu l'espace pour en parler. Parce que d'un côté, les ressources au niveau des agressions sexuelles, souvent abordent peu ou pas la question du logement. C'est souvent, on va parler de violence en contexte de relations intimes ou encore en milieu de travail, mais on n'aborde pas vraiment ce qui se passe dans notre logement. Puis de l'autre côté, du côté des comités logement puis des associations des locataires, c'était pas un thème qui était particulièrement couvert. Là. On couvre les hausses de loyer, les enjeux de salubrité, puis en fait, ces 2 milieux-là n'étaient pas nécessairement outillés pour intervenir. Puis ça a été vraiment chouette parce que dans le cadre de cette campagne-là, on a permis à ce que ces 2 milieux-là se parlent un peu plus puis se développent en fait des pratiques pour pouvoir mieux intervenir. Fait qu'aujourd'hui, quand on appelle à la ligne Info Aide Violence, les gens qui sont au bout de la ligne peuvent bien référer. Les gens sont mieux outillés, en fait, pour intervenir. Puis même chose du côté des comités logement, là, il y a eu des efforts sur le plan de la formation du personnel. Donc, aujourd'hui, les gens sont plus aussi mal à l'aise qu'avant. Il y a encore du malaise, là, on le sait, là, mais ils sont plus autant mal à l'aise de dire « je sais pas, appelle dans un calax, moi je deal pas avec ça, les agressions sexuelles. » Parce que, dans le fond, on a réussi à mobiliser des gens en ce sens-là. Justement, donc toi, en 2017, si je ne me trompe pas, tu commences ta thèse? Ah non, ça fait longtemps. C'était même avant? Je ne sais plus quand est-ce que j'ai commencé ma thèse. C'est en 2015 que j'ai commencé ma thèse. Okay. Ouais. C'est ça. Et donc, tu as étudié la création de logements sociaux, justement, sous l'angle du care et des vies en santé, c'est bien ça? Oui. Est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur ces 2 axes, justement? Oui, c'est ça. C'est en rapport avec ce que tu viens de dire, mais voilà, pour clarifier un peu. Fait que quand on rencontrait des femmes qui avaient vécu du harcèlement, des violences en contexte locatif, très souvent, celles qu'on rencontrait puis qui allaient bien, puis avec leur situation s'était stabilisée, c'était à peu près... Puis même les femmes qui s'impliquaient dans le comité femmes et logement, puis qui avaient du temps, puis qui avaient comme l'énergie, c'était toutes des personnes qui habitaient en logement social ou presque. En fait, c'était toutes des personnes qui avaient un logement stable. Okay. Puis celles qui avaient vécu des situations très précaires, qui les avaient vraiment, vraiment précarisées, c'était des personnes qui avaient accédé à une place en logement social. Puis, on le sait, là, il n'y a pas assez de place de logement social. Là. Juste à Montréal, il y a à peu près 23 000 personnes qui sont en attente pour une place en HLM, les habitations à loyer modique. Puis c'est à peu près le même nombre d'unités qu'il y a en ce moment à Montréal. Fait qu'il y a autant de monde en attente que de logements qui existent, en fait. Okay. Fait que l'attente, c'est à peu près 5 ans minimum là, pour accéder à un logement social. Puis cette attente-là est encore plus élevée pour les personnes qui ont des besoins un peu dits plus particuliers, là, comme des plus grands logements ou des logements qui sont adaptés. C'est pour des familles ou pour des personnes à mobilité réduite. Donc, fait que c'est un peu face à cette
à ce constat-là que le logement social, ça devrait être une voie pour pouvoir quitter un contexte de violence, en fait, que ce soit violence en contexte locatif, mais aussi violence conjugale, mais que cette porte de sortie-là, en fait, est bloquée parce qu'il n'y en a pas assez. Fait que l'idée que j'avais à l'époque, c'était de me dire, bon, ben je veux étudier comment on fait pour créer du logement social, pour essayer de trouver quels ont été les leviers qui ont facilité ce développement immobilier qui est différent, en fait, qui est fait avec une vision sociale du logement, puis pas juste pour les profits. Fait que c'est vraiment sous cet angle-là. Puis, je me suis dit, puis là, ça, c'est ce que je faisais chaque fois, mes 2 diplômes, là, ma maîtrise, mon doctorat, c'est de se dire, bon, ben là, il y a des stratégies municipales qui existent. Est-ce que ces stratégies-là pourraient avoir un effet de levier, en fait? Fait que c'est un peu mon hypothèse de base. Puis là, j'avais lu un peu sur le mouvement des villes en santé. Grosso modo, le mouvement des villes en santé, c'est un mouvement là, qui existe depuis fin des années 80, qui a été diffusé par l'Organisation mondiale de la santé. Puis c'est un mouvement qui incite, en fait, les municipalités à s'impliquer sur les déterminants sociaux de la santé, de s'impliquer pour promouvoir la santé des individus. Puis c'est vraiment, ça s'inscrit dans un virage de la façon dont on voit la santé, là, qui n'est pas juste ne pas avoir de maladie, mais vraiment de s'assurer que la population ait un bon état de bien-être sur le plan social, physique, mental. Puis, moi, je le voyais là, en m'impliquant au CAF, que le logement, c'était un déterminant majeur de la santé des individus, que quand on habite un logement qui est insalubre, qui est trop cher, dans lequel on ne se sent pas en sécurité, il n'y a rien... Notre santé ne peut pas bien aller, là, c'est impossible. Puis en fait, c'est quand même quelque chose qui est généralement reconnu, là, que le logement, c'est un déterminant social, c'est un important déterminant social de la santé. Je me suis dit, peut-être que ces stratégies associées au mouvement des villes en santé pourraient soutenir la création de logements sociaux. Puis en fait, je me disais, en plus, c'est quelque chose qui existe dans beaucoup de villes, en fait, à travers le monde. Fait que ça permet, en fait, d'avoir une base pour comparer, en fait. Puis à l'époque, je voulais m'intéresser à différentes villes parce qu'à un moment donné, s'intéresser juste à Montréal, ça peut... souvent, on tombe dans un peu les exceptions locales, là, de se dire, ça s'est passé parce qu'il y avait les bonnes personnes au bon moment. Donc, c'est un peu ça qui explique le phénomène. Fait que je me suis dit, je veux faire une comparaison entre différentes provinces pour voir, dans différents contextes législatifs, comment, en fait, les gens parviennent à se mobiliser pour créer du logement social, puis comment est-ce qu'il y a, en fait, ces leviers-là qui peuvent être mis en place. Fait que c'est vraiment là où je me suis dit, OK, j'ai envie de creuser cet angle-là. Puis c'est plate, là, mais c'est ça. C'est une thèse où est-ce que ma question de recherche, là, c'était dans quelle mesure les stratégies Ville en santé encouragent-elles la création de logements sociaux, quelque chose comme ça. Puis c'est plate, mais la réponse, c'était pas vraiment. Il n'y avait pas vraiment de lien, en fait. Mais en fait, j'avais déjà un peu cette intuition-là, alors même que je bâtissais ma méthodologie, que je voyais que les liens allaient probablement être un peu ténus entre ces stratégies-là en promotion de la santé puis les actions concrètes sur le terrain. Mais j'ai quand même continué. Mais j'ai ajouté, en fait, tout l'angle, en fait, des éthiques du care, en fait. Le care, c'est tout ce qu'on fait pour prendre soin, pour reproduire notre monde qui nous entoure. Puis en fait, je voyais qu'il y avait quelque chose de porteur à ce niveau-là, parce que tout ce soin-là qu'on fait, bien, ça se passe beaucoup à l'intérieur du logement. Puis en fait, j'avais comme intuition qu'on cherche à prendre soin à travers les logements. Fait que cet angle-là a été beaucoup plus porteur dans la réalisation de ma thèse, là. Puis c'est vraiment ça qui s'est dégagé quand j'ai rencontré, dans le fond, au niveau de la méthodologie, là, j'ai rencontré des dizaines de personnes qui ont contribué à la création de 3 projets de logements sociaux, dans le fond, à Montréal, à Toronto puis à Vancouver. 3 cas différents. Puis, dans le fond, ce qui se dégageait très souvent, c'était que ce qui avait poussé les acteurs et actrices à développer du logement social, c'était de trouver une nouvelle façon de prendre soin d'une population qui était... de laquelle on ne s'occupait pas encore suffisamment ou qu'on ne s'occupait pas bien, en fait. Que ce soit à Montréal ou c'était un quartier, en fait, qui réalisait qu'il n'y avait pas vraiment de ressources pour les femmes chefs de famille monoparentales, qu'il y avait beaucoup de ressources pour les familles, mais qu'il n'y avait rien pour les familles monoparentales, en fait.
puis qui se sont dit, on a besoin d'une nouvelle façon, d'un nouveau moyen pour prendre soin de ces familles-là qui sont précarisées. Puis à Toronto, c'est une intention qui était similaire, là, qui était... c'est dans un contexte de... Il y avait une grosse consultation sur les jeunes qui quittent les services sociaux, puis comment, en fait, l'État peut poursuivre la prise en charge de ces jeunes-là, en fait. En anglais, on dit « aging out of care ». Fait quitter les services sociaux. Puis en fait, il y avait une ressource qui s'appelait à l'époque le Massey Center, qui offrait de l'hébergement, mais durant 6 mois maximum, suivant la naissance d'un enfant. Puis dans le fond, dans le contexte de cette consultation-là, ils ont eu une prise de conscience que la façon dont ils prenaient soin des parents qui quittaient qui utilisaient leurs services, en fait, c'était pas adéquat. Qu'ils avaient besoin d'offrir un hébergement, en fait, du logement pendant une plus longue durée, parce que 6 mois, quand on vient d'avoir un enfant, c'est vraiment pas suffisant pour se remettre de tout ça, pour développer une autonomie économique, une indépendance. Donc, elles ont revu, en fait, certains de leurs programmes pour vraiment offrir du logement à plus long terme, pour pouvoir mieux soutenir ces familles-là. Puis à Vancouver, c'était un contexte où est-ce que il y avait le Y des femmes de Vancouver qui, en fait, cherchait à développer plus de logements pour les femmes parce que leur service d'hébergement puis tout leur logement était débordé, en fait. Puis toutes les ressources, en fait, qu'ils constataient, là-bas, à Vancouver, il y a beaucoup d'itinérance chronique, comme dans toutes les grandes villes à peu près en ce moment. Mais toutes les ressources, en fait, municipales ou à peu près, vont vers cette itinérance chronique-là. Donc, auprès des gens qui dorment dans la rue, qui dorment dans les ressources d'urgence ou qui, en fait, n'accèdent pas aux ressources, mais comme sont dans l'espace public. Parce que, ce sont des gens qui dérangent plus dans l'espace public, qui coûtent plus cher. Mais quand on dirige toutes nos énergies vers cette population-là, on laisse de côté, en fait, une population la population qui vit aussi beaucoup de précarité en lien avec la crise du logement, là. Donc, les gens qui habitent dans des logements surpeuplés, on ne s'occupe pas d'eux autres. On ne s'intéresse pas non plus aux gens qui restent dans un ménage violent parce que ils n'ont pas de possibilité de se loger différemment. Fait que c'est vraiment un peu dans ce contexte-là on a envie de prendre soin puis de mieux prendre soin de ces familles-là que le Y a voulu développer plus de logements sociaux. Puis au final, là, pour revenir sur mon hypothèse de départ, là, qui était les liens avec le mouvement des villes en santé, il y avait quand même des petits liens là, que je réussissais à tracer. Il n'y avait pas totalement aucun lien, mais ce qui vraiment permettait de développer du logement social, ce que j'observais du moins, là, c'était vraiment cette envie de prendre soin, puis aussi cette capacité à pouvoir prendre soin. Parce que aussi, c'était un des gros constats que j'ai eu dans le lien avec ma thèse, là, c'est que c'est pas toutes les organisations, c'est pas toutes les communautés qui ont les ressources pour pouvoir prendre soin via le logement, en fait. Donc, qui n'ont pas des milliers de dollars dans un compte pour pouvoir investir dans un développement immobilier ou qui n'ont pas des liens avec des fondations privées qui peuvent les aider à pouvoir développer du logement social parce que le financement public est limité. Fait que pour pouvoir développer actuellement, il faut avoir une position privilégiée, en fait. Donc, souvent, c'est des acteurs, des actrices qui ont des bons contacts, qui ont déjà beaucoup d'expérience, de par leur expérience dans la communauté, une bonne réputation. Puis tous ces éléments qui leur donnent une position privilégiée, pas partagés par l'ensemble des groupes communautaires dans les villes, là. Je sais aussi que tu as vulgarisé ta thèse, en BD, justement. Donc, je me disais que on pourra mettre le lien si c'est OK pour toi, oui. pour celles qui auraient envie de creuser un peu plus sur le sujet. Question un peu spéciale, mais je me demandais si tu avais une baguette magique et que les politiques néolibérales n'existaient pas, que vraiment tu avais le plein pouvoir, on va dire, sur la situation. Ce serait quoi pour toi les principales pistes d'action à mettre en place, en fait, par rapport à ce que tu as constaté
C'est drôle, tu dis que c'est une drôle de question, là, mais on me l'a posé, en fait, il y a 3 semaines à peu près. C'est vrai? Oui, c'est ça, j'enseigne à l'UQAM, puis Okay. à chaque début de session, je leur fais passer un petit questionnaire, puis la dernière question du petit questionnaire, c'est est-ce que vous avez une question pour moi? Puis il y a quelqu'un qui m'a posé cette question-là très exactement. Si tu avais une baguette, avec cette personne. si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais puis différemment, là? Puis c'est drôle parce que ça a donné que j'ai dû répondre à cette question-là le lendemain de notre lancement de notre campagne Montréal féministe, où est-ce que je travaille à la table des groupes de femmes de Montréal pour de lancer une campagne il y a quelques semaines. Fait qu'en fait, c'est drôle parce que les solutions, elles vont dans tous les sens, mais on a réussi à la table des groupes de femmes de Montréal à les rassembler autour d'une plateforme de revendication. Parce qu'en fait, avoir une vision féministe de la ville, c'est pas simple. Ça implique de penser de façon subtile comment les différentes inégalités s'inscrivent dans l'espace urbain, comment elles se vivent différemment. Fait qu'on a pris ce moment-là avec les groupes féministes montréalais pour réfléchir à quoi ça ressemblerait une ville féministe. Fait qu'on a réussi à développer cette vision-là, puis c'est à travers 4 grands thèmes. Donc, la mobilité. Donc, on a besoin, il y a un ensemble d'actions qu'on doit poser pour se déplacer librement et en toute sécurité dans notre ville, pour avoir une mobilité qui va être réellement durable, inclusive et sécuritaire. Après ça, bien, il y a le thème de la lutte à la précarité. Donc, il faut s'intéresser, il y a des dizaines et des dizaines d'actions qu'on doit amener pour assurer des meilleures conditions de travail, avoir un revenu qui va être décent, mais aussi lutter contre la précarité des statuts d'immigration. Donc, il y a tout plein d'actions qu'on doit amener là-dessus. On a aussi le thème du logement, en fait, pour pouvoir assurer le droit au logement à tout le monde. Donc, un logement qui va être adéquat, qui va être sécuritaire, qui va être de taille adéquate, qui va être bien situé, qui va vraiment permettre l'épanouissement des individus. Ça passe notamment par une protection des droits des locataires, puis par plus de logements sociaux. Puis, après ça, on a toute la thématique de la vie de quartier, en fait, qui est en fait le cœur de notre quotidien, là. Donc, pour une vie de quartier qui va nous permettre d'accéder au commerce, services de proximité dont on a besoin, que ces services-là aussi soient accessibles, soient adaptés aux réalités de tout le monde, qu'ils soient abordables. Fait que c'est plate, là, mais il n'y a pas une solution miracle. Pendant un bout de temps, j'aurais probablement dit assurer le droit au logement de tout le monde, puis le reste va venir avec. Mais c'est ça. Mais même quand on dit le droit au logement, ben il faut quand même que ces logements-là soient situés adéquatement. C'est ça. Des fois, on parle de la règle de la pinte de lait, là, un endroit où je m'implique. Là. On dit on ne développe pas un immeuble de logement social si ce n'est pas situé à moins de 10 minutes à pied d'un endroit où on peut acheter du lait, en fait. Parce qu'on rend service à personne de construire du logement social dans un désert alimentaire, en fait. Fait que c'est ça, on peut pas penser le logement indépendamment de notre vie de quartier. Puis en fait, tout ça est relié, là. Puis on peut pas se dire qu'il va y avoir un effet de ruissellement, de développer du logement, que ça va percoler sur la mobilité puis la vie de quartier, là. Il faut vraiment penser tout ça en même temps. Mais ce qui permet, en fait, aussi de mettre beaucoup de personnes responsables, en fait, en même temps, en fait. Puis de ne pas se dire qu'il y a... Juste un axe, en fait. C'est ça, juste un axe. Mais ce qui fait en sorte que c'est un petit peu plus épuisant. Parce qu'on doit... on doit, en fait, porter ces revendications-là sur tous les fronts en même temps, là. Puis donc, de sensibiliser autant des élus puis des fonctionnaires en mobilité qu'en habitation, pour parvenir à des changements, là, des petits changements, mais qui souvent vont avoir des effets quand même majeurs, en fait, sur des populations, là. Tu disais que la campagne Montréal féministe s'est lancée, c'était fin septembre? C'était le 14 septembre dernier. Oui, est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment on pourrait soutenir la campagne? Quelles sont... les revendications, du coup, tu viens de les donner, mais c'est ça. C'est ça, tu sais, c'est une vaste plateforme de revendications, là. Je sais plus combien on a. C'est des revendications, puis tout plein d'exemples d'actions, en fait. Puis c'est pas exhaustif, là. Il va falloir, au fil des années, la mettre à jour, en ajouter, en nuancer certaines. Mais c'est ça.
Fait que vu que c'est un gros document, on s'est dit on va essayer de la rendre plus accessible. Fait qu'on a collaboré avec 4 illustratrices montréalaises pour en fait transformer ces revendications-là en affiches qui permettent de transmettre en fait ces messages-là. Fait que on en a tout plein. On a fait faire ces affiches-là, elles sont imprimées, on en a tout plein dans notre bureau, on a des autocollants, on les a fait faire aussi en vêtements. Fait que les gens peuvent nous commander du matériel ou après ça aussi, tout ça est disponible en ligne. On peut les télécharger, les imprimer, puis les afficher. Fait que l'idée, c'est de susciter la discussion, en fait. C'est vraiment ça qu'on appelle. Ben, on appelle, oui, à la population à poser des actions concrètes, là, que ce soit, quand on parle de harcèlement de rue, par exemple, ben, c'est d'être des témoins actifs quand on voit une situation de harcèlement de rue, là, quand on voit une personne être pris, se faire insulter ou se faire donner des compliments de façon non sollicitée, bien, c'est d'agir, c'est de poser des actions concrètes, d'aller pas à la rescousse de cette personne-là, mais d'être une alliée, d'aller lui parler, de lui demander si elle va bien, de faire semblant d'être son amie pour la sortir de cette situation-là. Fait qu'il y a toutes sortes d'actions qui interpellent un peu plus le grand public. Puis après ça, l'idée, c'est vraiment de susciter aussi la conversation sur qu'est-ce que ça veut dire une ville féministe. Fait que de porter le matériel, de l'afficher autour de nous, d'en prendre connaissance pour vraiment développer un peu plus notre sensibilité par rapport à cette lecture féministe de la ville. Ok, super. Ben, on mettra le lien aussi de la campagne. Ouais. C'est encore une fois trop intéressant et trop important, donc merci. Et je voulais terminer sur 2-3 petites questions un petit peu plus personnelles. Déjà, tu l'as effleuré tout à l'heure, tu sais que c'était des fois un peu fatigant, tu sais, d'être un peu sur tous les fronts, etc. Mais toi, d'un point de vue personnel, comment tu arrives à gérer le fait que, on le voit, tu es hyper passionné par ce que tu fais. Et est-ce que des fois, ça a un impact sur toi et comment tu arrives à mettre un peu de distance entre les deux ou comment tu gères les choses, en fait? Oui, mettre mes limites en termes d'engagement, ça a toujours été... Puis en termes de travail aussi, là, ça a toujours été un certain défi. Là. J'ai tendance à dire oui, puis m'arranger un petit peu plus tard avec les engagements que je prends. Puis travailler... pendant longtemps, là, je travaillais le soir et la fin de semaine. Je faisais des contrats, puis je m'impliquais vraiment tout le temps. Puis j'ai eu un enfant, en fait. Puis ça a été quand même assez salvateur sur le fait de pouvoir se mettre des limites, en fait, parce que je me suis dit, en ayant un enfant, que je refuserais de travailler des heures pas possibles, puis de m'engager au-delà de mes capacités normales, là. Donc c'est ça. Depuis 6 ans maintenant, j'ai un petit être qui est dans ma vie qui s'appelle Léon. Puis il me donne toujours un bon argument quand on me demande « Ah, peux-tu faire ci? » Puis là, je dis souvent, mais très honnêtement, je peux pas. Je dois concilier ma vie professionnelle, militante et familiale, puis je dois mettre des priorités. Je parviens pas toujours, là. Ça m'arrive encore de travailler. Là, encore samedi dernier, j'étais pas à la maison pour lui. Parce que, puis en fait, grâce au fait que j'ai un merveilleux partenaire qui me permet de concilier tout ça. Mais quand même, là, c'est ça, le fait de... C'est plate, là, mais que le fait d'avoir un enfant aide à trouver un peu plus d'équilibre. Puis en fait, ça nous oblige à prendre un peu plus soin de nous. Parce que si on va pas bien, on n'est pas en mesure de pouvoir prendre soin de ceux qu'on aime, là. Donc, ouais, c'est un peu comme ça que je suis parvenue à trouver un peu plus d'équilibre. Et est-ce que si tu devais recommander justement une œuvre qui te tient à cœur, genre une lecture ou un film, une pièce de théâtre qui, toi, t'a inspiré? Je l'ai vu venir, là, cette question-là. Désolée. T'as le temps tu peux prendre le temps de réfléchir si... Récemment, j'avoue qu'il y a une œuvre qui m'a quand même marquée, mais qui m'a permis de redécouvrir, en fait, quelque chose que j'avais déjà écouté. Dans le fond, c'est Leslie Kern, son livre a été traduit récemment aux éditions de Revue Ménage. Ils l'ont traduit, ça s'appelle « Ville féministe », en fait. Puis, c'est une chercheuse, en ce moment, elle est basée dans les Maritimes. Puis, elle s'intéresse vraiment aux villes dans une perspective féministe.
Puis, elle parlait, en fait, dans son œuvre, dans son essai, en fait, de Sex and the City, en fait. De comment, en fait, ça a été une des premières séries qui, en fait, parlait de façon décomplexée de vie de femmes célibataires qui peuvent s'épanouir dans la ville, puis qui vivent, en fait, différemment, en fait, puis qui nous permettent que tout n'était pas autour des relations amoureuses, en fait, qui, en fait, valorisaient les amitiés, puis qu'en fait, que cette vie en ville permet de faire vivre des amitiés versus, puis là, c'est pas explicite dans Sex and the City, là, mais que versus la vie de banlieue ne permet pas, en fait, parce que ça nous éloigne, on n'a plus le même rapport à la centralité, on n'a pas le même niveau de spontanéité que quand on habite dans une même ville qui va être un peu plus compacte. Puis qu'en fait, c'était une représentation culturelle très mainstream, mais qui a peut-être semé en fait, des graines dans des têtes de jeunes personnes. Puis en fait, je réalise que moi-même, j'écoutais Sex and the City quand j'étais adolescente. Puis que je me dis que peut-être aujourd'hui, une des raisons de pourquoi j'idéalisais autant la vie en ville, c'était de voir, en fait, c'est certain, là, c'était vraiment pas une série parfaite. Là. Il y avait vraiment des gros clichés. Puis c'était pas très représentatif là, sur le plan des identités. Là. Très caricatural, mais quand même, ça nous permettait de nous projeter en tant que jeune personne, de se dire « Ah ouais, je pourrais être une femme épanouie plus tard, avoir une vie professionnelle, puis que tout tourne pas autour de ma vie amoureuse et familiale. » Ouais. Fait que ça m'a vraiment amené à avoir cette réalisation-là, à relire justement Leslie Kearns sur le sujet, là, parce que justement, ouais, nos villes ont été beaucoup planifiées pour favoriser la famille nucléaire, puis on l'organise beaucoup autour de ça, puis beaucoup moins autour des amitiés, en fait, qu'on tend à laisser de côté, en fait, quand on devient adulte pour se concentrer sur notre vie familiale, en fait. Fait que ouais, ça a été une des œuvres culturelles qui, je pense, a aussi eu des impacts, en fait. Un peu, c'est ça, un peu à l'image de toutes les discussions qu'on a eues cet été avec le film Barbie, là, qui permet des fois d'aborder avec des éléments de culture populaire, puis d'apporter d'autres messages, en fait. Fait que, ouais. OK, ben ça donne envie. Je pense que ça va être mon prochain, peut-être, sur ma liste, à rallonge, toujours de lecture. Et... si on devait résumer, donc grosse question, mais qu'est-ce que c'est pour toi être une femme selon ton prisme ou se identifier comme telle à notre époque? Être une femme à notre époque, c'est appartenir à un groupe social. Puis pendant longtemps, c'est ça, on essayait de dire que justement les femmes, on était un tout, on devait être unis. Puis là, avec les perspectives intersectionnelles, bien là, c'est de se dire « Ah, mais là, on est toutes différentes. Puis il faut chercher à atténuer ou éliminer, en fait, les inégalités entre les hommes et les femmes, mais beaucoup, en fait, entre les femmes elles-mêmes, puis développer des solidarités sur cette base-là. » Fait que je pense que c'est ça. Être une femme aujourd'hui, c'est de prendre en considération sa position sociale, puis d'être en mesure de voir comment moi, je peux faire une différence pour mes consoeurs, sans parler à leur place, là, mais vraiment trouver ma place à travers tout ça pour parvenir à l'égalité de fait. Là. OK, je te remercie. Ben, ça m'amène à ma dernière question déjà. Ne me libère pas, je m'en charge, ça évoque quoi pour toi? Bien, c'est un cool slogan quand même, là, de se dire on peut s'organiser entre nous, puis on va être capable, ça va aller. Donc, faites-nous c'est ça, pas besoin de m'expliquer qu'est-ce que je dois faire, on va s'organiser pour le faire, puis de toute façon, on va le faire à notre façon. Merci infiniment à Marie-Ève pour sa participation à Ne me libère pas, je m'en charge. J'espère que son expertise vous aura appris et inspiré autant que moi. Et vous pourrez retrouver tous les liens dont nous avons parlé dans l'entretien en note de l'épisode. Je vous invite également à retrouver tous les portraits réalisés sur le site web nemeliberepasjemancharge.com et sur la page Instagram du même nom. N'hésitez pas à évaluer l'épisode.
à le partager et à m'écrire. Votre soutien et vos recommandations sont très importantes pour moi. En attendant de rejoindre ma prochaine invitée, je vous dis à très vite.